Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. On se retrouve en compagnie de Miguel Al, bonjour. Bonjour. Et de notre invité cette semaine, Michel Rossi, bonjour. Bonjour. On va vous définir comme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne, comme amoureuse de la liberté. Parce qu'il est difficile, on découvrira tout au long de cette semaine votre parcours, mais difficile de vous mettre dans une case. Oui, c'est assez compliqué puisque j'ai fait des études qui ont été assez courtes puisque mon père ne voulait pas qu'on aille en université. Donc, de fait, on n'a pas poussé très loin nos études. On était fils et filles de commerçants. Pour nous, a priori, tout était tracé, puisque mon père était commerçant, mes grands-parents étaient commerçants. Donc, pour eux, il était tout à fait normal qu'on reprenne les commerces. Mais c'était sans compter ce que je suis. Et cette attente du client, moi, ne m'a pas convenu du tout. Pourquoi pas d'université? C'est une perte de temps pour vos parents? Je pense qu'à l'époque, donc on est dans les années 60-70, et mon père ne faisait pas tellement confiance à notre liberté sans lui pour nous surveiller. Donc je pense que c'est plutôt de ce point de vue-là. C'est comme les gens de la terre, les paysans, tout ça. Eux, ils sont dans le concret pour eux. Donc les études, c'est très 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 loin. Donc, Et mon père et mon grand-père, qui ont quand même bien gagné leur vie et qui ont réussi dans la vie, on peut le dire, n'ont pas fait d'études. Je pense que de ce point de vue-là, il lui semblait inutile, en plus étant des filles, qu'on fasse des études, parce que de toute façon, on hériterait du commerce. Et donc forcément, on gagnerait notre vie. Je le lis comme ça. Après, peut-être que c'était autre chose, mais j'ai envie de le lire comme ça. Alors vous avez navigué dans ce milieu après, donc, en essayant de sortir par la petite porte, vous avez navigué dans ce milieu pseudo-commercial, en essayant de trouver à droite, à gauche du travail. Alors, c'était pas du pseudo-commercial, c'était vraiment commerçant. Commerçant au sens noble du terme de l'époque. C'est-à-dire, on avait des magasins, à un moment donné, on en a eu jusqu'à 5 dans la même rue. Donc, c'était vraiment des commerçants. Reconnus, connus et reconnus pour tel. Mes oncles étaient commerçants aussi. Donc, je dis, on était une famille de commerçants. Mais cet aspect, dans la journée, attendre le client, moi, c'était quelque chose qui ne m'allait pas du tout. Il fallait que je bouge, il fallait que je sorte, il fallait que j'aille. Donc, pendant un moment, j'ai imaginé être commercial parce qu'il me semblait que c'était ça qui me plaisait. Donc, je l'ai fait. J'ai goûté au milieu de l'assurance. Je l'ai fait pendant quelques années, et notamment quand mes enfants étaient petits, puisque on avait la possibilité à l'époque de l'UAP, c'est vieux, hein, la possibilité d'être mandataire. Donc on travaillait quand on voulait et on était payé à la commission de ce qu'on rapportait. Donc c'est comme ça que j'ai vécu pendant une dizaine d'années, puisque mes enfants étaient petits, il fallait les faire grandir et il n'était pas question pour moi de les confier à qui que ce soit. Donc c'est moi qui les ai élevés avec leur père. Et après, quand mes enfants ont été plus grands, eh bien à ce moment-là, la question s'est posée, qu'est-ce que je fais? Où je vais, et j'ai navigué. Et ce qui m'a conduit au bout de 40 ans à Ajaccio, c'est qu'une amie m'a proposé de me faire bosser dans le bâtiment. Je ne connaissais pas, je me suis formée. J'ai eu des certifications, des diplômes. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le bâtiment. Je suis expert immobilier, j'ai fait tout ce qui est diagnostic immobilier. Et j'ai fait ça pendant un peu plus de 15 ans sur Ajaccio. Et de ce métier, j'ai toujours une passion, la passion de la montagne et puis la passion du bateau. Et c'est à l'occasion de sorties en bateau où il était tout le temps difficile de trouver des glaçons au bon moment et au bon endroit que la réflexion suivante est arrivée. Pourquoi il n'y a personne qui a fait un distributeur automatique de glaçons? Quand je me suis interrogée sur ce distributeur automatique qui, selon moi, existait, hein, parce que quand j'ai cherché, je pensais que ça existait, et j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé en Europe. J'en ai trouvé aux États-Unis, mais
les distributeurs de glaçons des États-Unis, ils sont à l'échelle du pays, c'est-à-dire ce sont des bungalows qui font 5 par 5, qui ne correspondent pas du tout au marché européen, puisque nous, on n'était pas, mais on le devient, hein, petit à petit, on le devient, des grands consommateurs de glaçons. Aujourd'hui, la tendance change. Et donc, je me suis dit, mais s'il n'y en a pas, alors qu'il y a une demande de glaçons, pourquoi je ne le ferais pas? Ça, on va le voir cette semaine, hein, petit à petit, pour savoir comment tout ça s'est passé. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve demain pour parler à nouveau de votre aventure. À demain. Merci. Bonjour et bienvenue, on se retrouve en compagnie de Miguel Al, bonjour. Bonjour. Et de notre invité Michel Rossi, bonjour. Bonjour. On parlera tout au long de cette semaine de votre création, en fait, de votre bébé. C'est ce distributeur automatique de glaçons que vous avez créé, amené en Corse. Ça n'existait pas, mais vous nous avez parlé donc de cette enfance, de cette adolescence et puis de ses premiers âges adultes. Une enfance donc issue de commerçants bastiais. Vous aviez d'autres rêves, des rêves d'émancipation. C'est facile d'avoir ce rêve d'émancipation? C'est facile de s'émanciper d'une famille bien ancrée? Alors, s'émanciper, je ne sais pas si c'était réellement une émancipation, mais je ne voulais plus être la fille d'eux. Ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, m'a un petit peu pesé. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai quitté Bastia pour Ajaccio. C'est parce que je n'étais, à ce moment-là, à Ajaccio, plus la fille de personne. J'étais moi. Et donc, c'est sans doute ce qui m'a plu au départ. Et ce qui m'a ancré à Ajaccio aujourd'hui depuis une vingtaine d'années maintenant. À quoi rêviez-vous? Ailleurs, me semble-t-il, mais finalement pas tant que ça, puisque la montagne, elle est très belle, la Corse, elle est très belle, le bateau, je le pratique tout le temps, surtout l'été, hein, bien sûr. Et la montagne, je l'ai pratiquée énormément et il m'en reste des souvenirs inoubliables. Et ce côté féministe, en fait, est-ce que ça correspondait à votre entourage, à vos amis femmes qui étaient avec vous, ou elles étaient encore dans le système patriarcal, quoi? Alors, non, de côté féministe, moi je ne le ressens pas en tout cas. Je ne sais pas si je suis féministe, mais en tout cas je ne le ressens pas. En fait, l'indépendance, la liberté, choisir sa vie, choisir sa voie, qu'on soit un homme, une femme, choisir. C'est ce qui a mené ma vie en fait, choisir. Mais en Corse, c'est pas tellement dans les mœurs. Je sais pas si encore c'est pas dans les mœurs, en tout cas dans ma vie ça a été choisir et j'ai choisi. Vous avez dit, donc vous avez eu un passage par le milieu des assurances, c'est pas forcément ce qui vous passionnait le plus, mais ça a été une rencontre en fait à un moment donné de votre vie? Oui, ça a été une rencontre parce que de l'UAP qui a ensuite été, qui a ensuite vendu et passé sur une autre marque, j'ai rencontré d'autres personnes qui ont ouvert des cabinets sur Bastia et qui m'ont qui m'ont fait confiance, avec qui j'ai travaillé. Mais très vite, là aussi, j'ai arrêté parce qu'il fallait attendre le client. Et ça, c'était quelque chose qui ne m'allait pas. Vraiment. Quand on vend des glaçons, on attend aussi le client. On démarche peut-être. Alors, pour l'instant, si je reviens un petit peu en arrière quand même, avant de vendre du glaçon, il fallait créer le distributeur. Je pars de zéro. Donc, c'est-à-dire ça n'existe pas. Et tel que je voudrais le faire, ça n'existe pas. Donc, quand on part de zéro sur un projet, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas spécialisé dans le froid, je ne suis pas électromécanicien. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui m'est totalement inconnu. Il faut que j'aille chercher les compétences ailleurs, chez des gens. Et donc, c'est ce qui a occupé quand même les 6-7 premières années de la vie de MKIS. Aller chercher des compétences, faire la preuve du concept. Et en même temps, je continue à travailler puisque créer une machine, ça coûte des sous, ça n'en rapporte pas. Donc j'ai mis beaucoup de mon temps, beaucoup de mon argent dans ce projet. Et j'ai eu des déboires parce que des fois on pense que les gens sont capables, or ils ne le sont pas et malgré tout à la fin ils vous demandent de payer leur incompétence et c'est malheureusement le cas souvent.
Donc, de ce fait, j'ai passé plusieurs années à essayer de mettre en place ce qui me paraissait le plus intéressant, le plus judicieux, le plus facile, parce que ce que je voulais, c'est que ça ne soit pas une usine à gaz, que ça soit quelque chose de facile et quelque chose d'accessible pour tout le monde. Comment on a l'idée de ça? Parce que ça a l'air simple comme ça quand on en parle aujourd'hui. Oui. Mais c'est quoi le déclic qui fait que tout d'un coup on dit tiens, on va faire un distributeur de glaçons. Bon, alors c'est bien pour des bonbons, c'est bien pour du café, mais les glaçons, c'est quelque chose de très particulier comme objet. Très particulier, mais utilisé, et utilisé par tout le monde. Tout le monde connaît le glaçon. D'ailleurs, quand je dis j'ai inventé une machine, les gens ils me disent très étonnés, ils me regardent et me disent ah oui, quoi? Et je dis un distributeur automatique de glaçons. Et là, je vois retomber un petit peu leur étonnement parce qu'ils se disent ouais, mais enfin bon, ça existe. Et la phrase suivante, c'est tu en as déjà vu? Et quand je dis tu en as déjà vu, pendant un moment ils cherchent et puis ils me regardent et puis ils disent ah non. Et là, le cheminement se fait dans leur tête, ils se disent ah mais finalement, c'est pas si con de faire un distributeur de glaçons. Parce que quand on en a besoin, on n'en trouve pas forcément. Merci beaucoup, on se retrouve dès demain. Demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour Michel. Bonjour. On accueille cette semaine Michel Rossi, bonjour. Bonjour. Créatrice donc de ce fameux distributeur automatique de glaçons dont on parle en partie depuis le début de la semaine, mais on parle un peu aussi de votre parcours, expert immobilier. Ça fait partie de votre vie, ça fait toujours partie de votre vie aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup moins. Non, c'est pas un métier dans lequel je me suis... Expert immobilier, j'entends. Hein. Dans le bâtiment, j'ai beaucoup aimé. Par contre, l'expertise immobilière, c'est pas quelque chose qui m'a retenu longtemps parce que je trouvais ça pas intéressant. Qu'est-ce qui vous gênait? En fait, ce sont des prérogatives gouvernementales qui obligent les vendeurs à dire aux acquéreurs ce qui va ou ce qui ne va pas dans le bien qu'ils vendent. Et derrière, il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire que si l'acquéreur veut faire, si le vendeur veut faire des travaux, ben il les fait. S'il ne veut pas les faire, eh bien, il ne les fait pas. Donc, je trouvais ça pas intéressant. Donc, j'ai très vite arrêté. Quel regard vous portez justement sur le monde de l'immobilier aujourd'hui et du bâtiment? Bien, écoutez, d'après ce que je sais, c'est compliqué d'être promoteur aujourd'hui, puisque les équipes de constructeurs, de maçons, comme on appelait à l'époque, aujourd'hui on les appelle certainement autrement, ont beaucoup de mal à trouver des gens, des professionnels qui travaillent bien et sur lesquels on peut compter. J'ai autour de moi une amie qui a fait refaire son toit tout neuf et il est parti la semaine dernière, dans son entier. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent. Il n'y a pas beaucoup de formation non plus. Hein. En fait, c'est comme dans l'éducation nationale. Hein. On ne trouve pas des gens pour former, et donc ceux qui sont soi-disant des professionnels, entre guillemets, ben, ils ne savent pas faire. Hein. Malheureusement, oui. Et ils ne savent pas faire. Et malheureusement, là, ce qu'on voit, c'est que quand ils ont fini, eh bien, on se dit, mince, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais c'est comme ça qu'il a fait. Et là, il veut être payé. Donc, même s'il l'a mal fait, souvent, c'est compliqué. On se heurte souvent à de cette incompétence. Et je crois qu'on s'y heurte de plus en plus souvent. Aujourd'hui, de vouloir faire construire sa maison, je pense que la meilleure garantie, c'est de prendre un architecte et de faire mener les travaux par l'architecte. Parce que sinon, ça devient impossible. Si en plus, on n'y comprend pas grand-chose, c'est assez compliqué, quoi. Il y a une autre problématique, c'est celle du foncier. On ne peut pas la dissocier. On ne peut pas la dissocier. Le foncier sur la Corse en général est très cher. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se loger ou pour construire une maison, ça revient très cher. Alors, quand on passe de l'immobilier au glaçon, comment avez-vous trouvé donc, des professionnels pour fabriquer un engin assez science-fiction, quoi?
Science-fiction, non, un petit peu élaboré, qui change un petit peu des choses, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, si je vais décrire le parcours, c'est assez... j'ai beaucoup d'imagination. Donc, à un moment donné, je me pose la question, qui c'est qui pourrait me faire un distributeur de glaçons? En réfléchissant, je me dis que les gens qui font des distributeurs de balles de golf, puisque le glaçon ressemble un petit peu à des balles de golf, peu ou prou, peut-être que ces gens-là, en mettant une tête de production, donc la tête de production, c'est ce qui produit le glaçon, au-dessus, je me dis, peut-être ces gens-là pourraient. Donc, qu'est-ce que je fais? À l'époque, on est en 2009, je trouve quelqu'un sur la Chine, Déjà, oui, mais à l'époque, si on se remet un petit peu dans le contexte, tout venait de Chine, et sans la Chine, rien n'était possible. Dans 2009. Donc, moi, je fais comme tout le monde. Je contacte quelqu'un sur place. Je demande à ce quelqu'un de me trouver des usines, d'en faire le tri. Je donne rendez-vous à cette personne et je vais en Chine. Je vais en Chine, je rencontre le constructeur de balles de golf, enfin le distributeur de balles de golf, et je lui dis, voilà, monsieur, moi, je voudrais, dans ce principe-là, fabriquer du glaçon et le distribuer. Est-ce qu'il vous serait possible de me faire un prototype? Je n'avais aucun plan, j'avais juste une idée. La personne en face de moi me dit oui, donc elle me dit revenez dans 3 mois. 3 mois plus tard, me voilà retourné en Chine et je découvre le prototype qu'il a élaboré. Je le regarde, bon, il y a des choses qui ne me conviennent pas, mais je me dis que ça peut s'arranger, c'est des choses qu'on peut revoir. Mais avant de lui commander les modifications, je ramène ce distributeur de Chine en France, je fais faire un audit par un ingénieur français, et quand l'ingénieur français démonte le distributeur pour voir qu'est-ce qui allait bien ou qu'est-ce qui allait pas bien, la sentence tombe, on ne peut pas travailler avec le chinois. C'est pas possible, on a des épissures à l'intérieur, les cartes électroniques datent de 30 ans en arrière, il y a des fuites de partout, enfin bon, voilà. Donc il est impossible à ce moment-là de travailler avec les Chinois, pour moi en tout cas. Et je voulais quand même une qualité, parce que je me dis qu'un distributeur automatique, si il tombe en panne tous les jours, il est plus automatique, donc c'est pas la peine. Donc je voulais quelque chose de qualité, et je m'étais fixé comme image Dyson, les aspirateurs Dyson. Et je me suis dit, je veux coller à l'image comme Dyson colle à son image d'aspirateur haut de gamme. Et je veux que Kiosk Ice soit un distributeur de glaçons haut de gamme. Voilà. Donc à partir de là, ça a été compliqué, parce qu'il a fallu faire des plans. On avait fait dans un garage quand je rentre de Chine, je rentre dans l'incubateur Initia. Alors, on va justement en parler dès demain de la suite de ce parcours. Oui. On va se retrouver dès demain pour en parler. Absolument. À demain. Très bien. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour Michel. Bonjour. Michel Rossi, on se retrouve. Bonjour. Bonjour. On parlait donc de la création de votre distributeur automatique de boissons, et on s'est arrêté à l'étape où vous rentriez de Chine, où finalement le prototype n'était pas exploitable, et vous intégrez l'incubateur d'entreprise Initia. Oui, donc à ce moment-là, l'incubateur est créé en Corse, ou un petit peu avant, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il a le mérite d'y être. Et je rentre en incubation, et avec leur aide, et financière et technique, je vais arriver à faire la preuve du concept en France. Et avec les connaissances qu'ils ont dans certains métiers, et des incubés aussi, et avec les connaissances que j'ai et de ce que je veux, on arrive à un moment donné à faire consensus autour on dresse le cahier des charges. De ce cahier des charges, on fait un prototype, nous, dans le garage. Et quand le prototype est fini, on trouve toujours avec Initia, on trouve une entreprise française qui va venir voir ce distributeur, qui a pour but de faire les plans, parce que j'ai toujours pas de plan au moment où on en parle. J'ai pas les plans, donc il faut les faire.
Et donc je trouve cette entreprise, ils viennent regarder le distributeur et ils me disent, OK, nous on est capable de faire ça et de le mettre en plan et ensuite de l'industrialiser. Donc je commence avec une société du côté de Normandie, avec qui ça se passe bien au début, mais très vite ça se passe pas bien parce que quand les premiers prototypes arrivent, me sont livrés, ils dysfonctionnent tout le temps. Il n'y a pas de... En fait, la réalisation n'est pas... elle n'est pas opérationnelle telle qu'elle était demandée. Donc, je n'arrive pas à exploiter celui-ci. Mais néanmoins, je ne baisse pas les bras. Hein. Je prends mon prototype, je prends les plans que j'ai, puisque tout ça a été payé par moi et par Initia. Et donc, je vais... Et j'ai déposé des brevets, puisque ça, c'est quand même important, parce que quand je fais la preuve du concept, que je monte le premier dans le garage, tout ce qui a été fait à ce moment-là est breveté. Et donc, avec mes brevets et avec ces ébauches de plans, je vais voir quelqu'un d'autre. Et donc... Mais au-delà de ça... Là, vous parlez de mécanique, vous parlez du système de la machine, en fait, hein, les plans, tout ça. Bon. Je suis un peu focalisée là-dedans. Au départ, enfin, je veux dire, l'objet principal de tout ça, c'est le glaçon. Et le glaçon, c'est quelque chose de très particulier. Comment on gère... la création du glaçon, la fabrication du glaçon, comment on gère la conservation du glaçon dans la machine. Oui. C'est ça le... Oui. Moi ça me paraît quelque chose d'extraordinaire. Alors, extraordinaire, oui, merci, mais non, quand même. Parce que, en fait, le distributeur de glaçons fonctionne avec une tête de production qui produit le glaçon. Et à l'intérieur de cette tête de production, donc il y a des moules qui fabriquent le glaçon et qui tombent dans une cuve. La cuve, je ne l'ai pas voulu réfrigérer parce que je veux vendre du glaçon frais. Donc la cuve est une grosse glacière dans laquelle est maintenu le glaçon. Les glaçons se maintiennent entre eux, donc il n'y a pas besoin de les congeler. C'est pour ça que je dis, je vends du glaçon frais, et effectivement il est frais parce qu'il n'est pas congelé, il est en vrac, et le client vient se servir en payant la quantité qu'il veut, en mettant soit un récipient, soit sa glacière, soit en prenant un sachet au distributeur. Les sachets biodégradables, bien entendu. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve demain pour la dernière partie de notre émission. À demain. Bonjour et bienvenue Miguel Alal Volterra, bonjour. Bonjour. Et puis Michèle Rossi, notre invitée cette semaine, bonjour. Bonjour. Créatrice donc de ce fameux distributeur automatique de glaçons, membre également des Corsican Businesswomen. Vous nous avez décrit tout votre parcours, vous êtes partie jusqu'en Chine, mais c'était en 2009, donc c'était peut-être une autre manière de penser. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous deviez refaire le parcours, vous le feriez par exemple avec le Fab Lab de l'université? Est-ce qu'on a les capacités ici pour le faire? Non, parce qu'on est sur on ne peut pas le faire parce que c'est de l'industrie. Et malheureusement, en Corse, des industriels qui sont capables de partir fabriquer un distributeur de glaçons, il n'y en a pas. Même en France, hein. En France non plus. D'abord, c'est moi qui en détiens les brevets, donc c'est un peu compliqué. Mais en France, on a quand même des bureaux d'études qui permettent d'avoir un petit peu plus d'écoute et un petit peu plus de réactivité dans ce domaine. Je pense que si j'étais restée en Corse et uniquement en Corse, il n'y a pas le savoir-faire. Et si d'aventure il y avait un savoir-faire, je pense que ça aurait été handicapant par rapport à la matière première. Parce qu'on y avait pensé quand même au départ de se dire, on fait quelque chose chez nous. On prévoit de faire une usine d'assemblage, etc. Mais le problème, c'est qu'on importe de la matière première et on exporte le distributeur. Donc, on paye 2 fois le transport. Est-ce qu'on aurait eu des gens capables de coller à cette aventure? Sans doute que oui, mais peut-être il aurait fallu les chercher longtemps. Donc, voilà, quand on a une idée et quand on veut la mener à bien, on est toujours pressé.
j'aurais certainement été moins vite ou plus vite, je ne sais pas, si j'avais été moi de la partie. Le problème, c'est que je devais faire confiance à des gens que je ne connaissais peu et pas, que je savais être soit des ingénieurs, mais que je ne pouvais pas jauger sur leur travail parce que je ne savais pas le faire. Donc c'était compliqué pour moi. Ça a été très compliqué, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris de temps pour 2 raisons, parce que ce n'était pas mon métier, parce que je n'ai pas trouvé tout de suite les gens qui savaient faire et qui faisaient bien. Il y en a qui m'ont dit qu'ils savaient faire, mais ils ne faisaient pas bien. Et j'ai perdu du temps pour ça, parce que moi, personnellement, je ne pouvais pas jauger. Quand le gars, il me dit « je suis ingénieur, moi, je sais faire », j'ai tendance à dire « ok ». Parce que moi, si je dis « je sais me faire une maison », je la fais. Mais je sais faire. Mais lui, je ne pouvais pas jauger de ses capacités de faire. Donc souvent, il m'est arrivé quand même 3 ou 4 fois d'être un petit peu échaudée quant au savoir-faire des gens. Et la facture derrière a été un petit peu salée quand même. Et maintenant que le problème a été résolu à l'époque, une fois que vous avez l'objet merveilleux, extraordinaire, spécial, tout ça, et comment on fait? Alors, vous allez vendre à des particuliers, vous allez vendre à des professionnels, c'est que du B2B. C'est que du B2B parce que c'est un distributeur qui est d'abord très imposant, qui a une capacité de production qui est importante, et en plus, non, c'est du B2B. Aujourd'hui, les gens qui viennent vers moi, ce sont soit des stations essence, soit des stations de lavage, soit des supermarchés, soit des locations de bateaux, ce sont des campings, des ports, des ports. Non, les hôteliers, c'est pas ma cible parce que l'hôtelier ne vend pas le glaçon. C'est pas son métier. Où est-ce que vous l'exportez, justement? Vous avez dit. J'ai exporté à Malte. Je suis en train de signer sur le Maroc, la Tunisie et l'Espagne. Et l'Europe, non? On est quand même en Europe, en Espagne, non? Non, mais je veux dire, bon... Malte, c'est l'Europe? Oui, l'Allemagne, l'Italie... pas encore. Les pays froids. Pas encore. C'est comme si on voulait vendre des Esquimaux à des Esquimaux, quoi. Hein, des glaçons à des Esquimaux. Ouais. Alors, figurez-vous, Michel, que aux États-Unis, et notamment aux États-Unis du Nord, le Canada, ils consomment beaucoup de glaçons, alors qu'ils ont quand même beaucoup de froid. Mais c'est dans leur culture. C'est comme ça. L'Américain consomme beaucoup de glaçons, qu'il soit au sud ou qu'il soit au nord. Ça, c'est le whisky, ça. Je pense que ça doit être le whisky. Doit y être pour quelque chose. Merci en tout cas, Michel Rossi, d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On retrouve cette émission en podcast, audio et vidéo. Merci Michel, et à très vite. Bonsoir. Merci, au revoir.